Et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'heure du crime sur RTL chaque jour, chaque soir, du lundi au jeudi de 20h à 21h. Ce soir, à la une, la relance des investigations sur l'affaire Françoise Aumann. Il s'agit de la disparition corps et bien en 1987 d'une jeune femme de 23 ans qui présente d'étranges similitudes avec celle de Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser, comme en 2018, a été le dernier à avoir vu vivante cette jeune représentante qui avait sonné chez lui pour lui vendre un aspirateur et dont on n'a jamais par la suite retrouvé le corps. Suspect numéro 1, mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il avait d'abord bénéficié d'un non-lieu et puis quelques années plus tard, à la suite de son implication dans une affaire de viol pour laquelle il sera d'ailleurs condamné à 15 ans de réclusion, il avait été remis en examen, cette fois pour enlèvement suivi de meurtre dans l'affaire Aumann et déféré devant une cour d'assises, mais là, il avait finalement été acquitté faute de preuves tangibles en 2001. À l'époque, il faut le savoir, le parquet ne pouvait pas faire appel d'une décision judiciaire. Pour autant, la famille de Françoise Aumann demeure persuadée qu'il est l'auteur du meurtre de cette jeune femme disparue à jamais. Ce soir, Isabelle Aumann, la sœur de Françoise, et l'avocat de la famille, maître Thierry Moser, vont révéler dans l'heure du crime qu'ils demandent à la justice de revenir en quelque sorte sur l'acquittement de Jean-Marc Reiser en 2001. Nous allons les retrouver dans un instant en compagnie tout d'abord avec Yannick Holland, correspondant d'RTL à Strasbourg. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Simplement le temps de dire que tout à l'heure nous aurons maître Thierry Moser en ligne ainsi que Isabelle Aumann, la sœur de Françoise Aumann, donc disparue à jamais en 1987, qui sont tous deux persuadés de la culpabilité de Jean-Marc Reiser malgré cette décision d'acquittement de 2001 sur laquelle ils vont demander à la justice de revenir. Ils vont nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors d'abord, ce constat, on va dire, de coïncidence troublante entre les deux affaires dans lesquelles a été impliqué Jean-Marc Reiser, ça vient en fait du début de l'enquête après la disparition de Sophie Le Tan, quand on a constaté en fait du côté de la justice et des enquêteurs qu'il avait un très lourd passé judiciaire. Oui, effectivement, c'est tout de suite lorsque on découvre la disparition de Sophie Le Tan et qu'on arrête Jean-Marc Reiser, on fait le lien avec cette première affaire, le 8 septembre 1987, la disparition de Françoise Aumann, où Jean-Marc Reiser avait été le principal suspect. Françoise Aumann avait 23 ans, c'était une jeune fille aux cheveux châtains, aux yeux verts. Elle était représentante en électroménager pour Electrolux pour payer ses études et elle faisait du porte-à-porte dans le quartier de Haute-Pierre. Elle faisait la tournée des étages et dans cet immeuble, le dernier appartement qu'elle avait visité, c'était celui de Jean-Marc Reiser, le dernier client de cette journée, et on ne l'a plus jamais revu après cette visite chez Jean-Marc Reiser. Alors il y avait eu évidemment une enquête à l'époque parce que la famille avait déposé une plainte pour disparition inquiétante. Il y avait eu quand même au cours de l'enquête, parce qu'on a dit après qu'il avait été condamné en 2001, c'est-à-dire 14 ans après les faits. Vous allez nous expliquer pourquoi il y a eu une si longue période de temps entre le début de l'affaire et puis ce procès aux assises 14 ans plus tard. Mais il y avait quand même eu des éléments tangibles relevés par les enquêteurs. Oui, mais au départ, les enquêteurs quand même partent sur l'hypothèse d'une fugue. Ils le disent à la famille Aumann, écoutez, elle est majeure, elle est partie, elle fait ce qu'elle veut. Et ils soupçonnent ensuite le petit ami de Françoise. Et finalement, c'est lorsqu'on retrouve la voiture de Françoise Aumann, 4 jours plus tard, voiture abandonnée dans le quartier de la gare de Strasbourg, avec ce siège reculé au maximum, comme pour un très grand conducteur, alors que Françoise faisait 1,63 m. Alors là, l'inquiétude va grandir et on va se mettre effectivement à chercher, à essayer de trouver ce qui s'est passé. Et puis Jean-Marc Reiser, il est soupçonné très vite par les enquêteurs. Parce qu'il a été le dernier client, je crois, démarché par cette jeune femme au cours de la journée dans laquelle elle a disparu, en fait. Exactement. Ouais. Il est au rez-de-chaussée de cet immeuble. C'est le dernier client. Et puis sa corpulence correspond justement à cette position du siège dans la voiture. Ouais. Il avait un alibi grâce à sa compagne de l'époque, mais cet alibi se révèle rapidement un faux alibi. Donc effectivement, c'est un aspect évidemment qui le rend suspect aux yeux des enquêteurs, mais en dehors de ça, ils ont du mal à établir un élément vraiment concret. Il va y avoir des perquisitions, interrogatoires des proches, mais il n'y a pas de corps,
pas d'éléments comme l'ADN, pas d'éléments techniques irréfutables. Et c'est ce qui va pousser petit à petit la justice à ordonner un non-lieu. En 1992, l'enquête va s'arrêter dans une impasse, faute d'éléments matériels vraiment concrets. Oui, parce qu'il avait été mis en examen en fait pour enlèvement et séquestration, hein, je crois. Et donc Voilà. non-lieu. Donc voilà, il est rendu à la liberté. Il n'y a aucune charge qui pèse contre lui. Alors comment est-ce qu'il est rattrapé par cette affaire des années plus tard? Eh bien, finalement, c'est en juin 1997. Il est arrêté, mais alors vraiment par hasard, par un contrôle douanier à Villers-le-Lac, dans le Doubs. Et dans ce contrôle, les douaniers découvrent dans sa voiture un fusil à pompe, des munitions, une cagoule, du GHB, la drogue du violeur, une cordelette, et puis des photos pornographiques de femmes dénudées qui semblent endormies ou droguées, en tout cas inconscientes. Alors il prétend que ce sont des prostituées des pays de l'Est qui font des photos SM, mais sur l'une des photos, eh bien là c'est la compagne de Jean-Marc Reiser qui va reconnaître une de ses amies. C'était la maîtresse de Jean-Marc Reiser auparavant, et elle-même va découvrir ces photos, choquée, et elle va déposer plainte contre Jean-Marc Reiser. Elle explique qu'elle ne le savait pas, qu'elle a été droguée et sans doute violée à son insu. La justice va donc ouvrir cette enquête pour viol, va retrouver une deuxième affaire où là encore Jean-Marc Reiser est accusé par une autostoppeuse allemande pour un viol en 1995 dans les Landes, sous la menace d'un cutter, et du coup il va passer devant la cour d'assises du Doubs à cette occasion en 2001. D'accord, et c'est en 2001 donc qu'il va être condamné à 15 ans de réclusion pour ces affaires de viol, hein, ces deux affaires de viol. À ce moment-là, la justice, enfin on se souvient de l'affaire Oman. Que se passe-t-il alors? Parce qu'il va être à nouveau mis en examen, et cette fois pour enlèvement suivi de meurtre, hein, je crois. Exactement. Alors il faut dire que lors de ce procès pour viol, le procureur avait eu cette phrase prémonitoire. Il disait c'est un iceberg dont on ne voit qu'un petit morceau. Et effectivement, du coup, le parquet à Strasbourg décide de rouvrir le dossier Oman. Il espère en fait faire basculer le jury populaire avec cette condamnation pour viol. Il le met en examen en 99 pour homicide volontaire, mais devant la cour d'assises, là la défense de Jean-Marc Reiser va quand même exploiter les failles de l'accusation. Il n'y a pas de corps, aucun élément scientifique, c'est trop peu. L'avocat général a beau réclamer 30 ans de réclusion, le doute va profiter à l'accusé et il sera acquitté le 10 mai 2001. A priori, décision définitive, puisque le ministère public, à l'époque, ne pouvait pas faire appel d'une décision d'acquittement. Oui, et Jean-Marc Reiser ne peut plus être jugé pour ces faits, théoriquement. Ouais, on est en 2001, à l'époque, un condamné pouvait faire appel, et puis c'est l'année suivante, hein, je crois, à partir de 2002, que le parquet pourra faire appel en cas de décision d'acquittement. Et alors, évidemment, et ça va être tout l'intérêt d'une partie de l'émission de ce soir, quand on va avoir tout à l'heure en ligne Maître Thierry Moser, c'est que tout le monde sait, ou tout le monde dit, en tout cas, qu'on ne peut pas contester une décision de justice et qu'un acquittement est à jamais définitif. Alors, comment peut-on rouvrir l'affaire Oman, puisque ce n'est un mystère pour personne, la famille Oman, Isabelle Oman qu'on entendra, la sœur de Françoise, mais également l'avocat de la famille, Thierry Moser, sont persuadés que Jean-Marc Reiser est l'auteur, à l'époque, en 1987, d'un enlèvement suivi de meurtre, comme pour dans l'affaire Sophie Le Tan. Ils vont nous expliquer tout cela. Alors, je reviens à vous, Yannick Holland, pour parler de ce qu'on a découvert sur la personnalité de Jean-Marc Reiser, parce que on connaît maintenant à peu près tout son parcours, à la fois scolaire même, universitaire, professionnel. En dehors de son très lourd passé judiciaire, les enquêteurs ont fait à plusieurs reprises des découvertes quand même extrêmement troublantes également, en examinant ses ordinateurs, ses téléphones, etc. Et lui ne varie jamais dans son système de défense. On pouvait même finalement le prévoir dès le 27 septembre 2018, c'est-à-dire quelques jours après la disparition de Sophie Le Tan. 8 jours avant sa première audition par la justice, maître Francis Metzger, son avocat, expliquait au micro d'Olivier Bois pour RTL dans quel état d'esprit était le principal suspect qui ne semblait pas très troublé par les accusations dont il était l'objet. Il a parlé, il a pris une position radicale et spontanément qui a consisté à dire qu'il n'est nullement impliqué dans la disparition de cette malheureuse jeune fille. Il l'a dit. Alors, il a l'impression d'être désigné par non seulement la rumeur, mais par les enquêteurs comme étant déjà un très très présumé coupable.
Et il pense qu'il est fondamentalement prisonnier de son passé. Malgré les éléments qui pèsent contre lui, et vous, en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas les ignorer totalement quand même. Je les connais comme vous pouvez les connaître. Ces éléments, à mon avis, existent. Maintenant, est-ce qu'ils désignent de façon catégorique? C'est à vérifier et je le vérifierai. Nous sommes au début d'un processus qui sera long. Nous aurons largement le temps de répondre à différentes questions que l'autorité judiciaire ne manquera pas de nous poser. Alors là, donc, on est en septembre 2018, Yannick Holland. La police, les enquêteurs n'ont pas encore découvert de traces de sang et d'ADN de Sophie Le Tan chez Jean-Marc Reiser, qui dit à l'époque qu'il ne connaît même pas cette jeune fille, voit pas de quoi il s'agit. Et pourtant, on va trouver ces traces de sang. Ça va pas tellement changer son système de défense. Oui, alors c'est vrai qu'au début, il dit qu'il ne l'a carrément pas vu, alors qu'on sait que c'est lui qui a déposé cette petite annonce sur Internet pour attirer visiblement des personnes dans son appartement. Les policiers vont ensuite découvrir, vous l'avez dit, du sang, mais énormément de sang dans la salle de bain de Jean-Marc Reiser. Il y en a partout qui apparaît au révélateur des policiers, même s'il y a eu un nettoyage de fond en comble de cette salle de bain, même les siphons ont été démontés et nettoyés scrupuleusement pour essayer d'effacer toutes les traces de sang dans cette salle de bain. Mais là, on va en trouver partout et quand même, au bout d'un moment, il va être obligé de changer un tout petit peu son système et de reconnaître qu'il l'a croisée et qu'il dit qu'il l'a croisée dans la rue par hasard, qu'elle s'était blessée à la main et qu'il l'a fait monter dans son appartement et qu'il l'a soignée dans sa salle de bain et c'est pour ça qu'il y a des traces de sang. Mais pour les enquêteurs, c'est très net. Vu les traces de sang qu'il y a dans la salle de bain, ça ne peut pas correspondre à une simple petite blessure. Mais c'est vrai qu'il y a cette bascule et je pense que c'est ce qui va fragiliser sa défense après. C'est qu'au départ, il dit qu'il ne l'a absolument jamais vu, qu'il ne voit pas de qui il s'agit. Après, il sera quand même forcé de reconnaître qu'on a retrouvé le sang de Sophie chez lui et qu'il l'a donc fait monter pour la soigner. Oui, et puis on a trouvé aussi du sang on en a beaucoup parlé, d'ailleurs sur RTL également. On a trouvé du sang sur une partie de scie à métaux, sur dans sa cave, effectivement. Et ça, c'était l'élément supplémentaire. Voilà, des chaussures, etc. Et alors, là, je reviens à l'actualité toute proche. C'était fin octobre 2019. On trouve un corps dans une forêt du Bas-Rhin. Très vite, les analyses vont confirmer qu'il s'agit bien du corps de Sophie Le Tan. Et vous-même, vous reveniez sur RTL, fin octobre, sur les circonstances précises de cette découverte macabre. Le corps de Sophie Le Tan était dissimulé dans un tumulus de 3 mètres sur 3 dans la forêt de Grendelbruch. Il était recouvert de branchages et de pierres pour passer totalement inaperçu des randonneurs. À l'intérieur de ce tumulus, les enquêteurs ont découvert une fosse avec un squelette, des ossements qui portent la trace d'une intervention humaine. Yolande Renzi, la procureure de Strasbourg. L'examen de ces ossements a également révélé que la tête de fémur présente ce que les experts appellent une section instrumentale, c'est-à-dire qu'une section nette et franche, réalisée avec un instrument dont je vous dis tout de suite qu'il appartiendra aux seuls experts d'en préciser la nature exacte. Car les enquêteurs vont comparer ces traces avec la scie couverte de sang retrouvée dans la cave de Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans cette affaire, dont le portable avait justement borné dans cette forêt de Grendelbruch juste après la disparition de Sophie Le Tan. Alors, en fait, on le disait, Yannick Holland, l'instruction est toujours en cours. Je crois qu'il a été réentendu par la justice après la découverte du corps de Sophie Le Tan, mais ça n'a rien donné pour l'instant. En tout cas, ça n'a rien donné, effectivement, ouais. Et la justice a simplement pu avoir comme confirmation ces derniers jours qu'il y avait bien une section, notamment au niveau du fémur de ce corps retrouvé, mais également au niveau de la tête, toujours à l'aide d'un instrument, mais la justice n'arrive pas à déterminer de quel instrument il s'agit. Mais en tout cas, on sait qu'il y a eu une coupure à l'aide d'un instrument sur ce corps. Voilà, mais de toute façon, cet homme, lui, est loin de passer aux aveux. Il s'enferme totalement dans ses explications de départ ou ses non-explications de départ, quoi. Parce que on a trouvé sur son ordinateur aussi des événements, des traces, on va dire, de recherche quand même pour le moins troublantes. Exactement, il a cherché les pays qui n'avaient pas de traité d'extradition avec la France, alors comme s'il cherchait éventuellement à s'enfuir à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il nie systématiquement, quels que soient les éléments qui
porte sur lui, parce que par exemple sur ce tumulus retrouvé dans la forêt de Grendelbruch, il est quand même fils de forestier. Les forestiers savent faire de ces sortes de tumulus. Il a également fait des études d'archéologie. Il sait parfaitement faire des fouilles archéologiques et comment éviter ces fouilles archéologiques. Son téléphone a borné dans ce secteur, et effectivement, tant qu'il n'y a pas la preuve absolue, il va essayer de dire que ce n'est pas lui. Et je pense qu'il y a vraiment un lien en fait entre les deux affaires, parce que je pense que c'est son acquittement en 2001 dans l'affaire de la disparition de Françoise Aumann qui lui donne une telle confiance. Il se dit qu'il peut échapper à une cour d'assises contre toute attente, et donc je pense qu'il va essayer de nier jusqu'au bout en pensant à ce qui s'est passé en 2001. Écoutez, je vous remercie beaucoup, parce qu'il fallait faire un rappel de tout cela pour avoir tous les éléments en mémoire avant d'entendre maintenant dans quelques instants maître Thierry Moser qui va nous expliquer comment, en tant qu'avocat de la famille Aumann, il compte demander à la justice un certain nombre d'investigations ou de décisions dans lesquelles il dit clairement, mais ça il va nous expliquer pourquoi dans un instant, que à son avis il est possible de contester même une décision d'acquittement. L'heure du crime sur RTL. L'affaire Le Tan, l'affaire Aumann, troublante coïncidence, il vaut mieux peut-être appeler l'affaire Reiser, du nom de Jean-Marc Reiser, qui est actuellement mis en examen pour enlèvement suivi de meurtre dans l'affaire Le Tan, et qui a été, on l'a dit et répété depuis le début de cette émission, notamment avec Yannick Collant tout à l'heure, qui a été acquitté en 2001 alors qu'il avait été également mis en examen pour enlèvement suivi de séquestration et meurtre dans l'affaire Françoise Aumann, cette jeune femme de 23 ans qui démarchait pour vendre des aspirateurs, tout un quartier de Strasbourg, et il avait été le dernier client au rez-de-chaussée d'un immeuble qui était le dernier immeuble visité par Françoise Aumann le jour de sa disparition. Ensuite, la police, Yannick Collant nous le rappelait, n'avait pas cru à une affaire criminelle, à une affaire de disparition inquiétante, mais plutôt à une fugue, avait ensuite soupçonné le petit ami de l'époque de Françoise Aumann, et puis quand même il y avait eu une constatation très troublante lorsqu'on avait retrouvé la voiture de cette jeune femme, dont le siège conducteur, alors qu'elle était très fluette, était au contraire reculé en arrière, alors que la stature, on va dire, de Jean-Marc Reiser était une stature imposante, et s'il avait pris, par exemple, les commandes de cette voiture, il aurait certainement dû reculer le siège comme on l'a trouvé. Mais tous ces éléments n'ont pas convaincu la cour d'assises en 2001. Le doute a profité à l'accusé, comme on dit, et il a donc été acquitté par la cour d'assises à une époque où le parquet ne pouvait pas faire appel d'une décision d'acquittement. Pour la famille de Françoise Aumann, ça a toujours été ce que j'oserais appeler une erreur judiciaire à l'envers. C'est-à-dire que pour eux, on a remis un assassin en liberté, et on disait tout à l'heure avec Yannick Collant que dès les premières recherches des enquêteurs de Strasbourg, après la disparition de Sophie Le Tan, sur le passé de cet homme, de Jean-Marc Reiser, on avait découvert donc ce lourd passé judiciaire, cet passage en cour d'assises, mais aussi un procès pour viol qu'il avait envoyé 15 ans en prison. Pour la famille de Françoise Aumann, en fait, tout le monde avait fait le lien entre les deux affaires très très rapidement, et notamment dès octobre 2018. Écoutez bien, Mariette Aumann, la mère de Françoise Aumann, expliquait donc en octobre 2018 à France 3 Alsace comment elle avait réagi lorsqu'elle avait vu ressurgir le nom de Jean-Marc Reiser dans l'affaire Sophie Le Tan. On est rentré de vacances. Et le matin, j'ai rentré le journal, on ne savait encore rien. Je lis les titres comme ça, montant l'escalier, je vois Reiser. Ça y est. Ça m'a tout de suite, ça m'a agressé. Je dis, voilà, Reiser, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais ça recommence, c'est la même histoire. Pas possible. Et dans la même émission, deux reporters de France 3 Alsace, Marie Coulon et Grégory Fraise, avaient également recueilli les confidences des nièces de Françoise Aumann, les filles d'Isabelle, donc la sœur de Françoise. J'ai l'impression que moi, pour avancer dans ma vie personnellement, il faut que j'arrive à trouver des réponses, à passer un cap, pour que moi, j'arrive à avancer. C'est un petit peu comme si on avait vécu à travers un fantôme.
Je sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais même enfant, on dit toujours peut-être qu'à Noël elle va revenir. Ouais. On nous dit que c'est perdu, que ce sera pas réouvert. On essaye vachement de. Mais nous, au fond de nous, on peut pas se résoudre à ça. On peut pas se résigner à ça, c'est pas possible. Voilà, et tout à l'heure, donc, nous entendrons en direct dans cette émission la mère de ces deux jeunes filles que vous venez d'entendre, Isabelle Oman, la sœur de la disparue, dont on n'a jamais retrouvé le corps, qui nous expliquera comment elle vit cette affaire et quels sont ses espoirs de voir la justice véritablement relancer des investigations avec l'aide évidemment de son avocat, maître Thierry Moser. Mais pour en revenir à ce procès de 2001, au cours duquel le doute a donc bénéficié à l'accusé, dès qu'on a reparlé de cette affaire, les journalistes d'RTL se sont tournés vers maître Gletti. Maître Valérie Gletti était l'avocate de la famille de Françoise Oman pendant ce procès de 2001 et on l'a interrogé évidemment sur la personnalité de Jean-Marc Reiser telle qu'elle l'avait perçue en tant que défenseuse de la famille. Écoutez sa réponse. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était lors du procès en 2001 et on avait face à nous un individu qui était froid, intelligent et déterminé. Il affirmait haut et fort son innocence, mais cette froideur était quelque chose d'assez impressionnant. Comment évaluez-vous ce que vous appelez son intelligence ? C'était quelqu'un qui n'était pas manipulable, qui contrôlait parfaitement ce qu'il disait. Il n'était pas bavard, mais il répondait de manière pertinente à toutes les questions. Il avait réponse à tout, puisqu'il y avait quand même des éléments à charge, des éléments troublants le concernant, mais il arrivait à formuler des réponses extrêmement cohérentes qui, force est de le constater, ont emporté la conviction de la cour d'assises. Oui. Les échanges de regards, qu'est-ce que ça donne quand on croise le regard de Jean-Marc Reiser ? Il vous regarde droit dans les yeux et il n'a pas peur de vous. Vous décrivez un homme qui a l'air très structuré. Tout à fait. Les psychiatres à l'époque estimaient qu'il était totalement hermétique, qui ne se livrait pas et qui donc répondait au minimum aux questions, à partir du moment où son intérêt n'était pas compromis. Il a été acquitté dans cette affaire faute de preuves. Cette décision, vous avez toujours du mal à l'accepter. Pourquoi ? Parce que j'avais l'intime conviction que c'est lui qui était responsable de la disparition de Françoise Oman. Cette intime conviction, je la partageais avec l'avocat général, avec le juge d'instruction et évidemment avec la famille de mademoiselle Oman. Malheureusement, comme vous le savez, dans notre système judiciaire, il faut que le doute profite à l'accusé. Enfin, je dis malheureusement non, c'est une règle qui est très noble. Le principe du droit français. Oui, voilà. Alors, il y avait des éléments troublants, mais pas suffisamment aux yeux de la cour d'assises. Maître Valérie Gletti, donc avocate de la famille de Françoise Oman en 2001, qui répondait sur RTL aux questions d'Yves Calvi. Jacques Pradel sur RTL. Nous allons maintenant retrouver en direct dans cette émission maître Thierry Moser pour répondre à cette question qui maintenant plane au-dessus de l'affaire Jean-Marc Reiser, l'affaire Sophie Le Tan bien sûr, mais aussi l'affaire Françoise Oman. Jean-Marc Reiser a-t-il enlevé, séquestré, tué en 1987 Françoise Oman, dont on n'a jamais retrouvé le corps? Une cour d'assises a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves matérielles pour le confondre et l'a acquitté en 2001. On sait que le droit et la morale ne font pas toujours bon ménage. Bonsoir, maître Thierry Moser. Bonsoir, Jacques. On compte sur vous pour nous expliquer comment, à votre avis, je rappelle que vous êtes le représentant maintenant, le défenseur de la famille Oman, comment comptez-vous pouvoir faire en sorte que Jean-Marc Reiser soit rattrapé par son passé et soit impliqué finalement dans ce que vous-même et toute la famille considérez comme une erreur judiciaire à l'envers? Nous croyons tous qu'il est impossible absolument de remettre en cause une décision d'acquittement. Or, cette décision d'acquittement, elle a eu lieu le 10 mai 2001. Vous pensez qu'il est possible de remettre cette décision de justice en cause? Indirectement, oui. N'est-ce pas, Reiser a été condamné du chef de meurtre, donc d'homicide volontaire. Il fallait donc, pour réactiver les investigations, il fallait donc que je trouve des qualifications juridiques autres que l'homicide volontaire. Ouais. Et en plus de ça, il fallait que je trouve des qualifications d'infraction
ne bénéficiant pas de la prescription à l'heure actuelle. Voilà. Alors j'ai pensé à deux possibilités. Première possibilité, c'est la séquestration. C'est un crime qui est sanctionné sévèrement par le code pénal. C'est un crime continu, il n'y a pas de... C'est un crime continu, vous avez parfaitement raison. Ça n'est pas une infraction instantanée, c'est une infraction continue. Voilà, vous avez parfaitement raison. Bien. Et d'autre part, j'ai pensé à une autre infraction continue, et non pas instantanée, c'est le recel de cadavres. Pour lequel il n'y a pas donc de période de prescription, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de prescription, puisque pour le recel, la prescription commence à courir à partir de la découverte du corps, ce qui naturellement n'est pas le cas, puisque la malheureuse Françoise n'a jamais été retrouvée, son corps n'a jamais été retrouvé. Elle est privée de sépulture, ce qui constitue encore une souffrance de plus pour la famille de Françoise. Voilà. Et alors, si vous êtes entendu, Maître Moser, ça veut dire que, en tout cas, la justice pourrait trouver dans votre demande, sous ces qualificatifs, une occasion de relancer des investigations, mais pas forcément d'organiser un nouveau procès. Vous avez encore raison. La justice donc a fait droit à ma requête. Madame le procureur de Strasbourg, que je veux saluer d'ailleurs pour sa parfaite coopération, Madame la procureure a accueilli mes sollicitations et a ordonné donc l'ouverture de 2 informations qui feront l'objet d'une jonction ultérieurement. Première information donc du chef de séquestration et deuxième information du chef de recel de cadavres. Bien. À partir de là, 2 juges d'instruction sont désignés. Ce sont 2 dames très combatives et très énergiques, ce dont je me réjouis. Et ces 2 dames juges d'instruction vont mettre en œuvre une panoplie de mesures visant à confirmer ou infirmer l'implication criminelle de Jean-Marc Reiser. Et si ces investigations débouchent sur la mise en relief de charges suffisantes, de charges sérieuses, eh bien, M. Reiser fera l'objet d'une mise en examen et ultérieurement, peut-être d'un procès. Donc, pour vous répondre en 2 mots, procès, ça, je ne sais pas s'il y en aura un. C'est une possibilité. Moi, je suis confiant. La famille le souhaite, en tout cas. La famille le souhaite. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura des investigations très minutieuses et très sérieuses qui pourront peut-être nous permettre d'arriver au procès. Alors évidemment, depuis la découverte du corps, des restes de Sophie Le Tann, on se dit que peut-être, je ne sais pas si de nouvelles recherches ont été faites dans la zone où on a cherché pendant plus d'1 an le corps de Sophie Le Tann. Est-ce que de nouvelles recherches peuvent être réalisées? Autrement dit, crûment, pensez-vous qu'il soit encore possible de trouver éventuellement le lieu où aurait été dissimulé le corps, les restes de Françoise Aumann? Est-ce que ce serait important? C'est important évidemment et c'est une possibilité d'investigation. Donc je rappelle que Reiser est un fils de forestier. Il connaît parfaitement bien cette région boisée. Donc on peut imaginer, je dis bien imaginer pour l'instant, que le corps de ces 2 jeunes femmes, donc Sophie, corps découvert, et Françoise, corps non découvert, on peut imaginer que ces corps se soient trouvés à un moment donné dans la même zone géographique. C'est possible. C'est une hypothèse de travail. Mais encore une fois, là, je reviens sur ce que tout le monde, le grand public, enfin, je m'inclus évidemment dans le grand public, nous pensons tous que quand il y a une décision d'acquittement, même si on retrouve la preuve ultérieurement que la personne acquittée était bien l'auteur d'un meurtre, on ne peut rien contre elle. Alors, est-ce que vous avez d'autres arguments encore à faire valoir de ce côté-là? On ne peut plus. On pourra, dans mon schéma intellectuel et judiciaire, on pourra peut-être condamner Reiser du chef de séquestration et de recel de cadavres, mais il est vrai que, s'agissant de la qualification juridique de meurtre, il est malheureusement, je dis bien malheureusement, à l'abri des poursuites, vu le caractère irrévocable de l'acquittement selon notre législation actuelle. Alors, ce serait, on va dire, une satisfaction morale. On va en parler avec Isabelle, la sœur de Françoise, dans un petit instant, puisqu'elle a accepté de s'exprimer dans cette émission. Mais on va dire pour l'avenir judiciaire de Jean-Marc Reiser, on ne parle pas encore de procès pour l'affaire Sophie Le Tann, mais il aura lieu. Des constatations, cette fois-ci, autrement accablantes, ont été recueillies par les enquêteurs. On ne pense pas à un acquittement possible dans un procès, par exemple, sur l'affaire Le Tann. Oui, alors il se pourrait que nous ayons dans X temps une condamnation sérieuse d'ailleurs contre Reiser pour l'affaire Sophie Le Tann, et en sus, il se pourrait que, en sus, Monsieur Reiser soit également condamné
du chef de séquestration sur la personne de Françoise Oman. Et les peines peuvent se cumuler. D'accord. C'est une réponse très claire aux questions qu'on se posait. En tout cas, disons que votre attitude au nom de la famille Oman montre que cette famille ne veut pas baisser les bras. Ah non, pas du tout. Ils sont combatifs, ils sont très attachants en plus. Et je voudrais vraiment, de toutes mes forces et de toute mon âme, leur porter aide et assistance au plan juridique et au plan moral. Je vous remercie beaucoup, maître. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous, Jacques. De nous avoir donné votre point de vue, qui explique aussi pourquoi le procureur de Strasbourg a fait savoir que la justice allait relancer des investigations. Donc c'était à votre demande et c'est bien de l'avoir clairement exprimé ce soir. Dans un instant, nous donnons la parole à Isabelle Oman. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et c'est la dernière partie de cette édition de l'heure du crime consacrée à la relance de l'affaire Oman, la disparition définitive, si malheureusement on est obligé d'employer le mot, de Françoise Oman, qui en 1987 démarchait un certain nombre d'immeubles dans la ville de Strasbourg pour vendre notamment des aspirateurs. Un de ses derniers clients avait été, ou en tout cas une des dernières personnes visitées avait été Jean-Marc Reiser, qui avait été impliqué, on l'a longuement rappelé dans cette émission, mais qui avait fini par être acquitté en 2001 dans un procès d'assises où la justice avait considéré, malgré l'accusation, malgré la conviction de la famille et des avocats de l'époque, de la culpabilité de Jean-Marc Reiser, il avait été acquitté faute de preuves. Pour terminer cette émission, Isabelle Oman en ligne, sœur de Françoise Oman. Bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Pour votre famille, pour vos parents, vos filles qu'on a entendues tout à l'heure, pour vous-même, vous avez l'intime conviction que Jean-Marc Reiser est véritablement l'auteur d'un meurtre concernant votre sœur. Oui, bien sûr. En fait, l'intime conviction depuis toujours. Seulement, on n'a juste pas su mettre en lumière ce qui s'était passé à l'époque. Parce que apparemment, le dossier, comme il disait, le dossier était vide. On n'avait pas les moyens comme on a actuellement. Ce qui nous a fait, en fait, préjudice, en fait. On a... C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé à l'époque des éléments de preuve suffisamment accablantes pour confondre Jean-Marc Reiser. Vous pensez qu'avec les progrès de ce qu'on appelle globalement la police scientifique, la téléphonie, l'ADN, les empreintes, etc., on pourrait, au cours de nouvelles investigations, retrouver des éléments pour le confondre ? Ben oui, justement, de ce fait-là, en fait, le fait d'avoir maintenant actuellement tout ce qui nous entoure, toutes les techniques, les technologies nouvelles, ça nous a donné effectivement envie de revoir et de pouvoir... Oui, mais enfin quand même, les investigations là qui vont être lancées, puisque Maître Thierry Moser nous a rappelé la nature des investigations qui demandent à la justice de procéder maintenant, ça va être très compliqué parce que le temps, c'est 30 ans, le temps a passé. La voiture, par exemple, de votre sœur, qu'est-elle devenue ? Oui, effectivement, c'est effectivement tout ce qui est sous scellé, la voiture de ma sœur, tous ces éléments n'existent plus, naturellement, 30 ans. Oui, parce que les scellés sont détruits en plus après un acquittement, en plus. Hein. Voilà. Tout a été détruit. Et... En fait, si j'ai bien compris, Isabelle Oman, les éléments matériels vont être très difficiles à trouver. Il n'y a plus de pièces à conviction. Toutes les pièces ont été détruites, évidemment, après l'acquittement. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si vous pensez, vous, que certaines personnes ont des éléments sur ce qui s'est passé à l'époque, peut-être des confidences de Jean-Marc Reiser, et que ces personnes pourraient encore, éventuellement, après avoir gardé le silence pendant très longtemps, parler aux enquêteurs d'aujourd'hui ? C'est ce qui serait bien, effectivement. Si, comme on rouvre l'enquête et le dossier, si effectivement on pouvait atteindre des gens qui se souviennent ou qui ont quelque chose à dire, ce serait effectivement très 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 bien. Parmi tous ceux qui vous entourent, évidemment, vous allez bénéficier de cette cohésion autour de vous. Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que un procès, on ne sait pas s'il y aura un procès un jour ou l'autre. Non, bien entendu. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez dans l'idéal, dans cette affaire ? Qu'on trouve quand même des preuves objectives, même si on ne peut pas les traduire en années d'emprisonnement concernant cette affaire ? Nous, tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est que ce dossier se rouvre, parce qu'on peut maintenant, suite à la malheureuse Sophie Le Tan, à ce qui s'est passé avec Sophie, on peut imaginer ce qui s'est passé avec ma sœur. Bien sûr. Donc on ne pouvait
pas ne rien faire. Il était évident qu'il fallait essayer de trouver d'autres moyens de revoir, d'être réentendu. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est qu'on soit reconnu comme victime, qu'on nous croie, puis peut-être qu'on puisse enfin faire le deuil, en fait, qu'on puisse cicatriser, réparer, revoir un petit peu tout ce qui n'a pas été fait à l'époque. Parce qu'on a peut-être besoin de retrouver une espèce de sérénité, de paix, et voilà, pour la dignité de ma sœur, pour mes parents, pour mes enfants. Et toujours avec cette idée que si on avait pu trouver des preuves à l'époque, on aurait peut-être évité des drames ultérieurs, et notamment la mort de Sophie Le Tan. En tout cas, malheureusement, c'est tout à fait ça, en fait. Malheureusement, c'est le drame, en fait. C'est ce qui est dramatique, en fait. C'est qu'il y a eu Sophie par après. Merci, en tout cas. Merci beaucoup de vous être exprimé dans l'émission ce soir. Et puis, on va suivre, évidemment, cela ici à RTL et par l'intermédiaire de Yannick Holland, le correspondant d'RTL à Strasbourg. On suivra les nouvelles investigations qui vont donc être maintenant, c'est officiel, relancées par la justice dans l'affaire Reiser. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. L'émission est maintenant terminée.